Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre, pour la parole. Vous n'avez pas tort, vous, Monsieur le ministre, de répéter souvent que nous sommes un pays solution. C'est vrai, vous avez vraiment raison. Mais la première question, c'est celle de savoir que faisons-nous pour demeurer ces pays solutions-là à long terme, parce que c'est Dieu qui a voulu que nous le soyons. Que faisons-nous? Et alors, Madame la ministre, il y a une question. La réforme sur le marché carbone suscite beaucoup d'inquiétudes. Une certaine opinion au sein de la société civile pense qu'elle n'a pas été totalement consultée. Quel est votre avis en tant que membre du gouvernement à ces sujets? Et pour terminer, quelle est la vision de notre pays, République démocratique du Congo, par rapport à ce partenariat pour les forêts du bassin du Congo? Qu'en est-il du co-facilitateur du Nord censé travailler avec vous? Et puis, avons-nous suffisamment l'argent qu'il faut par rapport à tout ce qui doit être fait dans ces secteurs? Merci. Voilà. Oui, effectivement, nous sommes un pays solution, justement, pour que les caractères pays solution de notre pays produisent réellement des solutions pour la République. Ça demande de mettre en place des stratégies. Nous avons des ressources forestières qui sont estimées, selon la Banque mondiale, en 2022, à 230 000 milliards de dollars. Ce n'est pas moi, c'est la Banque mondiale. Mais comment faire pour que vous alliez chercher cet argent? Il fallait mettre en place une stratégie. Aussitôt arrivé, j'ai élaboré une stratégie de valorisation, certification, monétisation des ressources forestières. Et pour ce faire, il faut que la RDC ait son registre carbone souverain, d'une part, et d'autre part, développer un dispositif MRV pour que nous puissions alimenter. MRV, c'est un dispositif. M, c'est mesure. V, vérifiable. R, rapporté. okay. Donc, lorsqu'on parle, et ici, Excellence, très chers collègues, permettez que je puisse m'étendre un peu parce qu'il faut que les gens comprennent un peu ce que c'est le marché carbone. Le marché carbone, c'est un dispositif, une stratégie que le monde a trouvée pour compenser les États qui ont des ressources qui permettent de réguler le climat, d'une part, et d'autre part, de taxer ce qui pollue. Maintenant, pour arriver à taxer ce qui pollue, il faut montrer que vos forêts, par exemple, on dit 1 hectare de cette forêt, séquestre autant de tonnes de carbone. C'est-à-dire, il emmagasine dans son sous-sol les gaz générés par l'industrie des pays développés. Et donc, vous pouvez aller vérifier ça. Donc, à travers une évaluation, il y a des technologies pour ça. Vous vérifiez qu'ici, ça peut séquestrer autant de tonnes de carbone. Et puis après, il y a des institutions à l'international qui viennent certifier qu'effectivement, vous avez séquestré autant de tonnes de carbone. Après, vous en faites les rapports. C'est après que ça devient du crédit que vous pouvez vendre à ceux qui polluent. Ça, c'est le premier aspect des marchés carbone. Mais le marché carbone est vaste. Donc, on peut les prendre aussi du côté de ceux qui mettent en place des projets de barrages, des projets de cuisinières qui consomment moins de makala, moins de bois,
aussi de ceux qui font des panneaux solaires. C'est-à-dire, on démontre que sans ces éléments-là, on coupait autant d'hectares de forêts. Maintenant, avec les barrages, on a économisé autant d'hectares de forêts. On peut faire la compensation et dire on a généré autant de crédits de carbone. Avec les projets INGA 3 que le président de la République est en train de développer, les jours où on pourra avoir ces barrages-là, les pays peuvent aller chercher des milliards seulement du fait d'avoir ces barrages-là. Parce que les barrages vont permettre aux Congolais de consommer moins de braise, moins de bois. Et à ce moment-là, ça va faire une économie qui va se calculer par les crédits carbone. Et donc, parmi les stratégies, parmi les grandes réformes que le ministère a mis en place, il y a cette réforme sur les marchés carbone. Nous avons accumulé un grand retard au niveau du pays. Et je vous dis, les pays comme le Brésil, une fois, il était allé ramasser 89 milliards de dollars à partir seulement de ces forêts. Mais les forêts restent debout. Hein. C'est formidable, cette opportunité que nous avons. Les forêts sont debout. Vous ne les coupez pas. Ils sont les vôtres. Mais ça vous génère de l'argent qui peut vous permettre de construire votre développement. Donc, cette vision du président de la République qui veut que les ressources forestières puissent construire le développement du pays et que les communautés qui dépendent des forêts, qui sont par ailleurs dans une pauvreté que vous ne pouvez pas décrire, puissent trouver l'occasion pour améliorer leurs conditions de vie. C'est quelque chose de formidable. Mais ici, je voudrais surtout dire à la société, cette société civile qui se plaint, que ici, c'est une matière très, très technique. Très technique parce que c'est réglementé à l'international. Certaines personnes m'ont questionné, mais les marchés carbone, là, est-ce qu'on pourra avoir les pavillons de ça au marché de Matete ou Gambé, là? Je dis, mais non. On ne pourra pas avoir des pavillons de crédit carbone à Matete ou à Gambé, là. C'est une matière internationale qui prend sa source de l'accord de Paris, de l'article 6 de l'accord de Paris, qui donne le pouvoir aux nations d'organiser leur marché carbone. Mais les normes sont dictées à l'international parce que c'est une matière très, très sensible où vous devez construire, la crédibilité, vous devez construire, la confiance, vous devez construire, 3, la bonne gouvernance. Et donc, pour construire tous ces éléments-là, il faut respecter les normes. C'est comme ça que même au DG de l'autorité de régulation des marchés carbone, qui est sous ma tutelle, je lui dis, vous n'allez pas gérer cette institution d'une certaine manière. Entre guillemets, cette institution doit respecter une certaine culture de rigueur, de discipline. Sinon, les crédits que nous allons générer n'auront pas de valeur. Nous avons besoin de nous dépasser pour que les pays puissent tirer le maximum de ressources de ces marchés-là. Je voudrais vraiment dire aux compatriotes de la société civile d'être calmes et de faire confiance au gouvernement. Nous avons accumulé un grand retard dans un marché qui va vite évoluer et qui va rentrer dans le déclin. C'est-à-dire, maintenant, les entreprises
occidentales et les autres payent pour les émissions de leurs industries. Ils sont en train de travailler sur la technologie pour assurer la transformation industrielle. Donc, les jours où ils auront des industries qui vont émettre moins de gaz à effet de serre, c'est fini. Le marché va tarir. Vous voulez qu'on traîne, qu'on arrive à un moment où les pays ne peuvent même plus accéder à cette aubaine? J'ai dit non. Que celui qui a des enrichissements apportés à la loi, qu'il apporte. On verra comment intégrer ça. Mais on ne peut pas parler parce que les gens aiment les ateliers et les pères diem, disons-nous les choses telles qu'elles se présentent, qu'on retarde ces processus très importants pour les pays parce qu'il y a quelques ONG qui, par ailleurs, je connais des gens qui sont derrière. Je ne vais pas les citer, mais je les connais. Mais aujourd'hui, plus que jamais, les pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a besoin d'apporter des réformes pour que les Congolais trouvent le bonheur avec les ressources que Dieu lui a données. Et c'est très important de laisser cette réforme se mettre en place pour le bien du pays. En ce qui concerne les co-facilitateurs, je voudrais vous dire que parmi les résultats que le pays a enclenchés à Belém, il y a l'accord que nous avons signé avec le Brésil dans le cadre de TFFF. TFFF, Madame la Ministre. TFFF, je vais tout simplement dire, c'est un programme qui permet de protéger les forêts, garder les forêts debout, tout en améliorant les conditions de vie des communautés locales et des peuples autochtones. Nous avons adhéré à cette initiative-là et nous avons signé un accord avec le Brésil. Et le Brésil a déjà capté 25 milliards de dollars et la RDC a sa part dans cette enveloppe. Et donc, les discussions sont en cours. On est en train de mettre en place la gouvernance de tout ceci, de sorte que d'ici 2028, l'argent pourra commencer à atterrir dans les pays concernés parce que nous sommes l'un des pays majeurs dans cette initiative-là, à cause des ressources forestières que nous avons. Le deuxième résultat, c'était la récupération de notre leadership à travers la co-facilitation du partenariat des forêts pour les bassins du Congo. C'est la première fois depuis que les bassins du Congo existent, depuis que ces partenariats existent, pour la première fois, les pays vont avoir la co-facilitation. Quand on dit co-facilitation, c'est-à-dire on est à deux. Donc, dans cette architecture, il y a toujours un pays du Sud et un pays du Nord. Nous avons récupéré les pouvoirs qui étaient entre les mains des Gabonais. Et la France doit maintenant passer la main à un autre pays. Probablement, ça sera l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, les pays que vous connaissez là. On attend que la France passe la main. Mais en attendant, nous allons construire notre plan de travail, qui est déjà même presque fini. Les co-facilitateurs font ce travail-là et les gouvernements vont mettre à la disposition les premiers fonds pour que cette co-facilitation soit opérationnelle.
parce que nous voulons récupérer le leadership. Ça a aussi des conséquences sur le plan financier. Et je pense que la chef du gouvernement, Mme Judith Suminwa Tuluka, nous accompagne. Elle donnera des ressources pour que cette co-facilitation soit opérationnelle. Mais c'est quelque chose de très, très important pour nous parce que nous devons montrer maintenant que nous méritons ce leadership, non seulement en termes des ressources que nous avons, mais en termes aussi des capacités à coordonner tous les pays du bassin du Congo. Voilà.